Bonjour à tous. Bonjour, je vous remercie d'être là aujourd'hui dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui se déroulent du 10 au 21 octobre 2022 et donc qui concernent les entreprises, les salariés du privé et les indépendants qui sont co-organisés par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Anti-ARH Corse et Axis Martinique en association avec nos partenaires nationaux et régionaux. Et donc l'objectif, c'est plus d'une centaine de webinaires qui sont accessibles et sur différentes thématiques. Donc, je vous invite à consulter le programme sur le site internet pour éventuellement, pouvoir assister à d'autres webinaires. Et donc quelques règles et consignes. J'espère que tout le monde nous entend bien et vous avez le chat qui est juste à côté si vous voulez, faire un petit coucou. Voilà, très bien, merci beaucoup à tous. Si vous voulez poser des questions, le mieux c'est d'aller dans le petit onglet questions qui est juste à côté. Pourquoi? Parce que vous allez sûrement avoir, vous êtes plusieurs à vous poser les mêmes questions et donc ça vous permet de pousser un peu les questions qui vous intéressent le plus en cliquant dessus pour les faire remonter et qu'elles apparaissent en priorité. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, dans le chat, enfin dans l'onglet questions précisément et également, on vous y répondra de toute façon en fin de webinaire, si, on n'a pas répondu durant le déroulé de ce webinaire. Donc je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui, je vous ai fait un petit rappel. Ces événements des semaines de l'évolution professionnelle ont lieu en digital, c'est gratuit, c'est accessible à tous et c'est vraiment un programme, de 100 webinaires avec différentes thématiques, avec l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE, Antea, Corse et Axis Martinique pour vous, répondre à vos questions, tout ce qui va concerner l'évolution professionnelle l'organisation aussi au sein des entreprises, comment ça se présente. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Laetitia. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci Marlène de cette invitation. Je m'appelle Laetitia Gamrasni, je suis chargée de mission partenariat et plus particulièrement suivi du CEP en région Île-de-France et je travaille pour Transition Pro Île-de-France. Alors Transition Pro, pour vous en dire un petit mot, nous avons été connus sous le nom de Fongestif pendant 36 ans. Nous sommes toujours un acteur financeur des reconversions professionnelles pour les salariés et nous nouons également des partenariats avec des entreprises pour faciliter la mobilité de leurs collaborateurs. Donc voilà, j'aurai l'occasion d'intervenir à différents endroits de cette présentation. N'hésitez pas également si vous avez des questions, dans l'onglet questions dont a parlé Marlène et si je peux y répondre, je m'en ferai un plaisir et sinon, je les remonterai à Marlène, à l'issue de ce webinaire. Merci Laetitia. Et donc moi, je suis Marlène Pillet, je suis chargée de partenariat en conseil en évolution professionnelle pour le groupement Évolution en Île-de-France. Donc le conseil en évolution professionnelle est, mis en place par différents opérateurs. L'APEC qui va accompagner les cadres, les missions locales qui vont, accompagner les jeunes de moins de 26 ans, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi dans le cadre du conseil en évolution professionnelle et Cap emploi lorsque le salarié est en situation de handicap et que, son évolution professionnelle va demander des aménagements bien spécifiques liés à son handicap. Et donc moi, je travaille pour le groupement Évolution en Île-de-France. Le groupement Évolution accompagne les, salariés du secteur privé et les indépendants dans le cadre de ce conseil en évolution professionnelle qu'on va vous présenter. Mais notre thématique aujourd'hui, c'est vraiment à l'intention des entreprises, c'est développer les compétences de mes salariés. Donc aujourd'hui, on le sait, hein, il y a vraiment un mouvement dans les entreprises et le développement des compétences des salariés, des collaborateurs est un enjeu encore plus fort pour la performance, mais aussi la compétitivité. Et c'est encore plus, complexe hein, puisqu'aujourd'hui on a des problématiques de recrutement et la notion de plein emploi qui vont, voilà, nécessiter une fidélisation encore plus importante et de la mobilité en interne. Donc la question aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux développer les compétences de mes salariés? Comment les accompagner au mieux?
Donc aujourd'hui, faire un petit focus sur le cadre légal de la formation professionnelle. Donc il y a une loi, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, une loi qui date de janvier 2019 et qui, s'adresse à toutes les personnes dans ses particularités, ses choix professionnels pour l'accompagner efficacement sur le marché de l'emploi. Donc l'enjeu, je dirais général, c'est vraiment d'élever les compétences des salariés. Donc comment? Déjà, on a mis en place un accès à la formation qui est plus simple, plus équitable, plus transparent, où vraiment le salarié devient un acteur de son évolution professionnelle, notamment, par exemple, en mobilisant le conseil en évolution professionnelle, mais également mettant en place des mesures qui réforment profondément le système de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc voilà, on en vous a mis 10 points, forts, sur lesquels on peut un petit peu insister. C'est vraiment aujourd'hui décider de son propre avenir professionnel en étant acteur, se former, acquérir des compétences, quelle que soit sa situation de départ, qu'on soit, diplômé, pas diplômé, voilà, cadre, non cadre, peu importe le statut et le cadre, vous pouvoir évoluer. Être accompagné aussi dans sa reconversion professionnelle, donc ça peut commencer par le conseil en évolution professionnelle, mais aussi l'objectif, c'était aussi de permettre aux entreprises de développer l'apprentissage et on voit aujourd'hui, au vu des résultats, du nombre de contrats d'apprentissage que ça c'est plutôt en bonne voie. Aider les jeunes, les salariés à mieux s'orienter également. Faire pour apprendre, donc c'est aussi, voilà de la pratique, donc choisir l'apprentissage avec une alternative qui est, porteuse d'avenir d'un point de vue, pédagogique. Donner aussi des nouveaux droits aux salariés démissionnaires, responsabiliser les différents acteurs et rendre réelle l'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Faciliter l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap et en dernier point, me protéger les entreprises et les salariés contre les fraudes au travail détaché. Donc là, c'est les 10 objectifs, qui étaient ciblés. Mais déjà, la première chose qu'on pourrait se demander, c'est qu'est-ce qu'une compétence? Mmh, c'est, tout simplement, ce que vous activez lorsque vous planifiez ou vous réalisez vos activités professionnelles. Donc c'est de la connaissance, un savoir, de la pratique, un savoir-faire et des attitudes, un savoir-être. Donc tout ça, c'est vraiment lié à un contexte professionnel, à un métier, donc il y a une idée de construction. C'est, selon André Chauvet, c'est ce que je vais mettre en œuvre au quotidien pour réussir une activité. Comment je vais pouvoir et pourquoi surtout développer les compétences de mes salariés? Donc déjà pour l'entreprise, c'est important en termes de compétitivité, de performance, d'adaptation des compétences. Il y a des formations aussi, qui sont, obligatoires sur certains métiers. Je pense au domaine de la sécurité, de l'électricité et cetera. Des formations qui sont obligatoires pour rester, à niveau et rester, effectivement compétitif avec des salariés qui sont directement, je vais pas dire c'est pas employable le terme, mais, qui sont opérationnels et donc aussi ça permet de fidéliser ses salariés, donc en termes d'engagement et de motivation. Pour le salarié, ça va lui permettre d'accéder à un emploi ou de changer d'emploi, de progresser dans l'entreprise aussi, donc, on parle d'évolution en interne, d'adapter ses compétences et de peut-être se reconvertir. Donc tout ça, ça s'organise autour de 2 points forts. C'est d'abord l'entretien professionnel, qui fait partie, qui est obligatoire en entreprise et qui fait partie du plan de développement des compétences et également peut-être la mobilisation du compte personnel de formation. À cela s'ajoute le conseil en évolution professionnelle qui peut être sollicité par le salarié à tout moment dans sa carrière. Donc l'entretien professionnel, c'est une obligation, légale qui, permet d'informer notamment sur le compte personnel de formation et sur le conseil en évolution professionnelle. Il est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Ça permet de faire le point sur le parcours professionnel de chaque salarié, de connaître ses souhaits d'évolution, d'identifier avec lui les actions à mettre en œuvre pour l'accompagner pour atteindre son objectif. Si, le salarié veut évoluer en interne, changer de métier en interne et cetera, vraiment de l'accompagner sur ses compétences clés et voir ce qu'on peut mettre en place en face comme formation pour qu'il atteigne son objectif. C'est donc de présenter aussi les compétences qui sont nécessaires à la croissance et à l'évolution de l'entreprise. De quoi est-ce que l'entreprise va avoir besoin en termes de compétences, de savoir-faire dans les mois, dans les années à venir et donc comment, accompagner ses salariés dans cet objectif.
L'avantage de cet entretien, c'est qu'il permet d'entretenir la motivation de chaque salarié. Et au niveau du conseil en évolution professionnelle, on peut accompagner le salarié en plus dans le cadre de l'entretien professionnel, soit en amont pour qu'il le prépare, soit à la suite de l'entretien professionnel parce qu'il s'est dégagé plusieurs pistes de formation ou de compétences à travailler. Et donc, on peut intervenir dans le cadre du conseil en évolution professionnelle pour mettre en place cet objectif, ce plan d'action. Donc, quels sont les leviers aujourd'hui qui existent pour les entreprises dans le cadre de développement de ces compétences? Donc, il y a des leviers à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, de dotation volontaire, de droits supplémentaires. Il y a aussi le dispositif transition collective dont Laetitia nous parlera un petit peu plus loin. Il y a aussi tout ce qui est mis en place d'un commun accord. Ça va être des contrats de professionnalisation, un contrat d'apprentissage, la PROA, la FEST, le tutorat et également des leviers de développement qui sont à l'initiative du salarié. Le salarié va mobiliser son compte personnel de formation, son CPF. Il veut mettre en place un PTP, un projet de transition professionnelle. C'est pareil, Laetitia est là, elle vous expliquera tout sur la mise en place du PTP. Sur un salarié qui veut mettre en place un bilan de compétences. Il veut faire une VAE, une VAP-VES, ce genre de dispositif. Ça fait partie du développement des compétences et également la certification CLEA sur laquelle nous reviendrons un petit peu plus tard. Laetitia également prendra la parole sur ce sujet. Donc, dans un premier temps, si on parle du CPF, un petit rappel sur le CPF, hein. Rapidement, vous redire que c'est un compte qui est alimenté automatiquement chaque année. Pour un salarié qui travaille au moins à mi-temps, c'est 500 € qui sont abondés dans la limite de 5 000 €. Il y a une majoration de 300 € pour les bénéficiaires d'une reconnaissance de handicap ou pour les salariés non qualifiés. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on est à 800 € dans la limite de 8 000 €. Ce qu'il faut savoir évidemment, c'est qu'une fois qu'on atteint le plafond, eh bien ce compte n'est plus abondé, on est au plafond et l'objectif c'est qu'il se régénère, soit on l'utilise en partie, soit en totalité en faisant une formation. Et là aussi, le conseiller en évolution professionnelle peut intervenir pour activer, mobiliser et accompagner le salarié qui souhaite mobiliser son CPF, mais qui ne sait pas trop comment, l'utiliser, comment l'organiser et quelle formation il peut cibler plutôt qu'une autre, qui a besoin d'être conseillé. Donc, pour ce compte personnel de formation, il faut aller sur moncompteformation.gouv.fr ou sur l'application mobile pour consulter le sol, déclarer une situation, rechercher des offres de formation et acheter sa formation également. Tout est sur ce site ou cette application. Et là, c'est vraiment le salarié qui met en place les choses, qui a la main. Donc, ce compte personnel de formation, on peut l'utiliser pour des formations certifiantes et qualifiantes, RNCP, RS, pour valider des blocs de compétences, pour faire financer un bilan de compétences, pour le certificat CLEA, pour passer son permis B ou son permis poids lourd, pour faire des formations qui vont être liées à des missions de bénévolat, pour être accompagné dans la création ou la reprise de son entreprise, mais aussi pour mettre en place une VAE. Donc ça, ce sont vraiment les actions qui sont éligibles au compte personnel de formation. Les abondements. Le CPF peut être abondé, soit, par le compte professionnel de prévention, le CPP, soit parce qu'il y a un accident de travail, maladie professionnelle, soit par les employeurs et les OPCO avec des dotations volontaires, des abondements correctifs, des abondements volontaires également et le droit complémentaire par rapport au compte engagement citoyen. Donc toutes ces actions peuvent nourrir le compte personnel de formation. Le plan de développement des compétences. Le plan de développement de compétences, c'est le plan de formation, en fait, et c'est un outil de l'employeur qui permet de développer les compétences des salariés. Il va concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail, CDD, CDI. Et ce plan des compétences, il va rassembler l'ensemble des actions qui sont mises en place par l'entreprise pour répondre à ses besoins en compétences à court, moyen ou long terme. Donc, c'est vraiment de veiller, à l'adaptation des salariés sur leur poste de travail et maintenir leur capacité à occuper un emploi. Mais l'entreprise a aussi l'obligation de consulter les représentants du personnel sur le plan de développement des compétences.
Donc, il rassemble l'ensemble des actions de formation qui sont retenues par l'employeur pour ses collaborateurs, quelle que soit leur ancienneté. Donc, il y a toutes les formations obligatoires, non obligatoires, du bilan de compétences, de la VAE, des actions de lutte contre l'illettrisme, le certificat CLEA, qui peuvent être suivies soit en situation de travail, à FEST, en présentiel, en tout ou partie à distance, en externe par un organisme de formation, soit sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail, avec évidemment l'accord écrit du salarié. Le collaborateur, dans ces cas-là, conserve son statut de salarié, continue à être rémunéré, sauf hors temps de travail, et conserve sa protection sociale habituelle. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d'un financement de leur plan par les OPCO. Le petit plus concernant le conseil en évolution professionnelle, c'est que le salarié, il va pouvoir accompagner le conseiller va pouvoir accompagner le salarié sur des projets d'action hors plan de développement des compétences, c'est-à-dire élargir encore le champ des possibles. Au sein des entreprises, il peut également y avoir des contrats de professionnalisation qui sont mis en place. Donc le contrat de professionnalisation, il va cibler, un public, diversifié, des personnes qui sont, âgées de 16 à 25 ans, révolus, qui sont en formation, initiale pour, de 16 à 30 ans, on va jusqu'à 30 ans pour les BOETH, les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, les bénéficiaires du RSA, de la l'ASS ou de l'AAH, pardon, qui ou aussi des personnes qui ont pu bénéficier d'un contrat d'insertion. L'objectif du contrat de professionnalisation, c'est vraiment il s'inscrit dans une formation qui est enregistrée au RNCP, qui est reconnue par une convention, collective nationale de branche, qui ouvre droit à un CQP de branche ou interbranche. Ce contrat de professionnalisation, il s'étend sur 6 à 12 mois, si la personne est en CDD ou en CDI. Il peut être étendu à 24 ou 36 mois en fonction de la formation initiale, du statut et de la durée de formation envisagée. Il y a plusieurs aides, qui existent par rapport à le contrat de professionnalisation. Soit l'OPCO peut, financer des actions de formation. Il y a une rémunération qui est variable suivant l'âge de l'alternant et 3 aides. Une aide de 2 000 € à l'embauche d'un demandeur d'emploi en contrat pro s'il a plus de 26 ans et moins de 45 ans. Une aide de 5 000 € à l'embauche d'un jeune de moins de 18 ans et une aide de 8 000 € pour l'embauche d'un jeune qui est âgé entre 18 et 30 ans. Le conseiller peut aider à choisir le moyen qui est le plus adapté à l'objectif, en fait. Le contrat Hem, d'apprentissage oui, dis-moi, Laetitia. oui, alors juste si je peux me permettre une petite Vas-y, coupure, ajoute. Marlène. Alors non, c'est plus pour te faire remonter des questions. Donc il y en a une sur, la différence entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Donc je Eh ben, je pense vais y que venir. Voilà. Christelle Cariou aura la réponse à cet endroit-là. Je voulais juste confirmer avec toi que, bah, la présentation ne sera pas partagée, aux participants, mais qu'elle sera disponible en replay sur le site, Oui, 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 j'ai oublié de préciser, mais je l'aurais, dit de toute façon à la fin. Il y a un replay, qui est mis en place après le 21 octobre. voilà, parce Donc que la voilà, ça sera question, disponible. Il n'y a pas de la souci. ques super, la question est posée à plusieurs endroits. Est-ce que ça te convient si je te pose une ou 2 questions qui sont en lien quand même avec les sujets, comme il y en a beaucoup, hein, Oui, vas-y, vas-y. Ouais, oui. comme ça avec les sujets qui viennent de passer? Alors il y avait une question sur l'abondement, du CPF, passer des 500 € aux 800 €. Comment, le faire connaître sur son CPF pour bénéficier des 800 € et non des 500 € classiques? Donc, les 800 €, pour rappel, hein, ça concerne surtout, je crois, les personnes qui ne sont pas qualifiées, puisqu'en plus c'était, Mmh. dans le sens, c'est la même personne qui a posé la question, donc Audrey Pauvert, qui a demandé ce que c'était qu'un salarié non qualifié et comment, bah, au final faire connaître qu'on devrait avoir 800 € plutôt que 500. Est-ce que tu Oui. as la réponse? Alors, un salarié non qualifié, c'est un salarié qui ne va pas avoir de diplôme, en fait, ou de formation, qui n'a pas de formation diplômante, en fait, qui n'a pas de certificat. Donc ça, il faut effectivement le faire remonter aussi à son service RH pour que ça soit, spécifié au niveau de la Caisse des dépôts et qu'effectivement, il y ait, le bon abondement par rapport au CPF. Et c'est quand on crée aussi son compte personnel de formation, le salarié peut aussi le spécifier.
Donc voilà pour cette réponse. Donc Audrey Pauvert, j'espère que vous avez eu donc, votre réponse. Elle dit: «Merci», donc merci Marlène. Alors juste je sélectionne un petit peu. Alors il y avait une question de Cyril Talon. Alors celle-ci, j'aimerais, bien une réponse orale effectivement. Il demande: «Quel est l'intérêt en tant qu'employeur de s'investir sur la formation de ses collaborateurs, sachant qu'une fois formés, ils voudront partir? En quoi cela permet-il de fidéliser ses collaborateurs? On a plutôt l'impression que c'est l'inverse, donc on n'insiste pas auprès de son employeur». Alors cette question, je suis désolée Marlène, c'est pas Non, la non, question la plus non, non, simple, mais je il y a pense que pas ça vaut de le coup de reposer, ce un cadre-là. petit peu le cadre. Alors, Cyril, les personnes, qui voilà, les salariés qui veulent quitter leur entreprise, c'est souvent parce que, pour eux, l'employeur, excusez-moi, est une figure absente. Pardon. Et parce qu'il y a pas de perspective dans leur structure. Je suis désolée. Pardon. Ça tombe bien. Do donc du coup, effectivement, c'est vrai que, on peut avoir l'impression de ce contexte-là, la fidélisation des salariés. On voit bien aujourd'hui que des personnes peuvent, faire de plus en plus de mobilité, mais c'est vrai que ça va réellement faire partie des critères aussi, de choix d'un salarié, d'avoir des possibilités d'évolution, des possibilités de se former. C'est aussi un gage d'intérêt, de la part de son entreprise que de voir une entreprise investir, sur, des diplômes, une qualification, ça peut être tout à fait aussi un gage, d'intérêt de l'entreprise et de fidélisation. Ça va Marlène? Oui, merci, merci Laetitia. Oui, c'est exactement ça. Enfin, accompagner son salarié qui souhaite évoluer, c'est une forme de fidélisation. On peut se dire qu'un salarié qui va avoir des perspectives en interne ne va pas, quitter sa structure. Et souvent, heu, contrairement à ce qu'on peut croire, les salariés sont attachés à leur entreprise, hem, pour de multiples raisons, et c'est vrai que la formation, la montée en compétences renforce cet attachement. Parce que c'est aussi un une preuve d'attention. Donc ça permet, non, non, tous les salariés, Cyril, ne veulent pas quitter leur entreprise, et on en a beaucoup qui veulent évoluer en interne, et je vais donner juste un petit exemple. Hem, on a eu il y a pas très longtemps, une salariée, pardon, Il y a qui est venue beaucoup nous voir et qui travaillait depuis, de nombreuses années dans un cabinet, d'avocats, et qui avait des missions très transverses qui étaient, en plus de son poste, habituel. Et en fait, quand elle après s'être posée avec son conseiller en évolution professionnelle, elle s'était aperçue qu'effectivement les missions qu'elle avait en transverse lui plaisaient beaucoup, alors qu'elle pensait se projeter sur une autre entreprise, hein, aller vers une autre structure, et que, ces missions lui plaisaient beaucoup. Et donc elle a demandé un pardon, un rendez-vous avec son responsable, et ils se sont posés, et elle a pu créer son propre poste en interne, parce qu'en fait, il n'avait jamais, pris la mesure de tout ce qu'elle faisait en transverse, et de l'importance que ça pouvait avoir et de ce que ça pouvait, donner, au niveau des services, que les services puissent mieux communiquer, mieux travailler ensemble les uns avec les autres. Donc en fait, il y a eu une création de poste juste parce qu'elle s'est posée, elle a réfléchi avec son conseiller, et elle au départ, c'était pas ce qui devait ressortir, mais finalement, elle est restée dans sa structure parce que la structure a su aussi lui proposer, le poste qui lui correspondait à ce moment-là, quoi. Tout en valorisant son travail, passé finalement, toutes les actions qu'elle pouvait mettre en place, depuis plusieurs années sur son poste, quoi. Mais qui était transverse, donc voilà, il y a eu un poste, une création de poste interne. Merci Marlène. Alors il y a une question aussi de Muriel Cosc à laquelle on répondra par la suite, hein. Un employé, qui travaille dans l'industrie, qui a un projet qui ne correspond pas aux besoins de l'entreprise et qui veut utiliser son CPF. Est-ce que l'employeur a l'obligation de le laisser faire sa formation pendant son temps de travail? On va voir, par la Heu, suite qu'il peut y avoir ensuite, ouais. aussi d'autres options. Et est-ce que tu souhaites que je poursuive, sur le contrat d'apprentissage, Non, ça va aller, t'inquiète pas, ça va, c'est bon. Ça a l'air d'être passé. Merci Laetitia. Donc je vais essayer de vous montrer, pour répondre à la question, les différences entre, le contrat, de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Donc déjà, on n'est pas tout à fait sur le même public. On est sur les jeunes 16-29 ans, sur dérogation après 29 ans pour les travailleurs, handicapés.
pour, les créateurs repreneurs d'entreprises qui dépendent de l'obtention, d'un diplôme ou d'un titre et les sportifs de haut niveau. Donc vous voyez, là déjà, on est sur un public un petit peu plus restreint. Les formations vont concerner, tout ce qui va être, diplôme d'enseignement secondaire, hein, CAP, bac pro, brevet, pro, mention complémentaire. L'enseignement supérieur également avec des BTS, DUT et on peut aller jusqu'au master en apprentissage, des titres enregistrés au RNCP, dont l'ensemble des titres professionnels qui relèvent du ministère de l'Emploi et c'est un CDD qui dure de 6 à 36 mois. Le temps de travail est identique à celui des autres salariés, 35 heures semaine. Il y a 5 jours de congés, supplémentaires pour les examens et la durée minimum est de 400 heures. Ça doit représenter au minimum 25 du contrat et là, au niveau des aides, on est un peu sur les mêmes cibles, hein, puisqu'il est possible de solliciter locaux pour, financer les actions de formation. La rémunération, elle est déterminée par l'âge de l'alternant et le niveau de certification. Il y a une aide de 5 000 € à l'embauche pour un jeune de moins de 18 ans et 8 000 € pour un jeune de 18 ans, de plus de 18 ans et moins de 30 ans. Donc la même chose, le conseil en évolution professionnelle peut accompagner pour, déterminer le moyen le plus adapté. J'espère que j'ai pu répondre à la question sur, un petit peu les différences de au niveau du contrat, des contrats. C'est vrai que le contrat de professionnalisation peut s'adresser à un public entre guillemets «plus adulte», que le contrat d'apprentissage. Le PROA, donc là, c'est les salariés qui sont en CDI, en contrat unique d'insertion, les sportifs entraîneurs professionnels en CDD, les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau licence, donc là on a un plafond en termes de diplôme. On est, sur des diplômes à titre, qui sont enregistrés au RNCP, les CQP également et une qualification qui va être reconnue, dans les classifications d'une convention collective nationale de branche. Là, on est sur 6 à 12 mois. Ça a été étendu pour les jeunes de 16-25 ans, qui sont en second cycle de l'enseignement secondaire à 36 mois, pour tout d'autres types de publics ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige selon les conventions de branche. Là, on passe à 24 mois. Au niveau du financement, c'est par l'OPCO, qu'on peut mettre en pl financer et demander, un financement pour les actions de formation et connaître les branches, concernées. Même chose, on peut être, accompagné par un conseiller en évolution professionnelle dans ce cadre. Le PTP, eh bien, je vais laisser la parole à Laetitia sur le PTP. Merci beaucoup Marlène. Alors en même temps, je suis en train de finir, de répondre. Hop, voilà, comme ça, c'est fait et je te laisse, bah, prendre la main sur le Oui, chat. Tu verras ça que y les est. questions sont assez techniques, hein. Donc c'est bien, il y a de l'intérêt. Alors du coup, moi je vais parler un peu plus du PTP, le projet de transition professionnelle. Donc le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif qui est à la main de Transition Pro, qui est à l'initiative du salarié principalement. Donc, on est plutôt dans le cas que décrivait, Muriel Cosque dans les questions. Donc, un salarié qui a l'envie, de changer de métier complètement, un métier qui n'intéressera pas forcément son employeur parce que, bah, il n'existe pas au sein de l'entreprise. En ce cas, on peut parler de ce qu'on appelle une reconversion professionnelle et donc le salarié peut tout à fait s'adresser à Transition Pro pour changer de profession ou de métier. Alors ça va s'adresser aux salariés qui sont en CDI, aux CDD en poste, intermittents du spectacle ou intérimaires et l'idée, ça va être de choisir une formation nécessairement certifiante et éligible au CPF. La formation peut avoir lieu sur temps de travail ou hors temps de travail, en sachant que bien évidemment, si vous êtes employeur et que votre salarié vous demande à suivre une formation sur temps de travail, il devra nécessairement obtenir votre autorisation d'absence. Alors en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas refuser une demande d'autorisation d'absence pour un congé formation en PTP de la part de votre salarié si celui-ci l'a faite dans les règles. Dans les règles, c'est-à-dire que voilà, bon, il y a tout il y a un code du travail à rappeler, il y a certaines informations à mentionner également, mais l'idée, c'est que vous ne pouvez pas refuser son projet. Votre droit de regard est sur le calendrier. C'est-à-dire que votre salarié va peut-être vous proposer de partir en formation à une période qui ne vous arrange pas parce que peut-être vous avez d'autres salariés qui sont en formation sur la même période, peut-être que c'est une activité particulière au sein de votre entreprise qui se déroule sur ce créneau-là. Donc, vous pouvez lui demander de repousser sa formation. Vous ne pouvez pas lui demander de la repousser,
jusqu'à la fin des temps, hein, ça sera un report maximum de 9 mois. S'il vous représente cette formation, au plus tard 9 mois après, vous devez l'accepter car il sera prioritaire dans le cadre de cette demande. Donc ça, il faut savoir que Transition Pro, en cas d'accord, prend en charge aussi bien le coût de la formation que le maintien de la rémunération s'il s'agit d'une demande sur temps de travail. Alors le maintien de la rémunération, comment ça se passe? Vous rémunérez votre salarié normalement. Alors peut-être qu'on aura appliqué un plafond de prise en charge, hein, selon son niveau de rémunération. S'il dépasse 2 SMIC bruts, eh bien, on va appliquer un plafond de prise en charge, plafond que vous connaîtrez à l'avance, bien évidemment. Et donc, vous allez rémunérer sur la base de ce plafond votre salarié et nous allons vous rembourser de telle sorte, charges patronales comprises, bien évidemment, charges sociales patronales comprises, de telle sorte qu'en réalité, vous allez aussi pouvoir embaucher quelqu'un d'autre en CDD à sa place si vous le souhaitez, puisque en termes financières, eh bien, vous n'aurez pas de perte. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire sur le PTP. Alors j'en profite également pour vous dire quand même que Transition Pro depuis, que nous sommes devenus Transition Pro, hein, au 1er janvier 2020, nous mettons également en place des offres de proximité à destination des entreprises pour venir présenter le projet de transition professionnelle à vos collaborateurs si vous le souhaitez. Nous mettons également en place une fluidification administrative pour les entreprises grands comptes qui le souhaitent pour justement mieux suivre les projets de leurs salariés. Et il peut également y avoir des possibilités de cofinancement pour des métiers qui peuvent être pertinents au sein de votre structure. Donc, on a vraiment toute une offre de services qui aujourd'hui est un petit peu plus ciblée entreprise pour mieux fonctionner ensemble parce qu'on est conscient aussi que vous pouvez également avoir des besoins que ce soit en mobilité interne ou externe. On a donc cette offre de service pour les entreprises grands comptes il est possible de mobiliser. Donc n'hésitez pas sur notre site internet à préciser que vous souhaitez être recontacté, dans ce contexte-là. Alors, la formation peut également avoir lieu hors temps de travail. Donc ça, dans ce cas, le salarié n'a pas la nécessité de prévenir son employeur, puisque de fait, cette formation ne se déroulera pas sur son temps de travail, mais peut-être en cours du soir, en cours à distance, ou peut-être avec quelques regroupements en présentiel, mais qui, de toute façon, seront réalisés peut-être en posant des congés payés ou des RTT. Alors sachez juste, pour conclure sur le PTP, qu'un salarié qui fait donc, une demande de PTP reste rattaché à l'effectif de son entreprise et donc à l'issue de son congé PTP, son congé de formation, eh bien il reviendra, s'il n'a pas trouvé de poste ailleurs ou si son projet n'était pas de vous quitter en tant qu'employeur, eh bien il restera donc, rattaché aux effectifs. Laetitia, il y a 2 questions, Oui, si tu veux bien. Hem, il bien y a sûr. Frédéric qui demande: «Pour le PTP, le report sur 9 mois, c'est par rapport à la date de réception du courrier de demande de travail hors temps de travail?» Le report de 9 Si mois, la c'est par rapport à quelle oui, date, en fait? Je pense que c'est ça sa oui, question, Frédéric. oui, je pense que c'est ça. Alors du coup, si c'est hors temps de travail, donc soyons clairs, il y a pas besoin d'autorisation d'absence, donc il y a pas d'histoire de report, 9 mois et cetera. Vous devez juste respecter, et c'est important quand même que je le reprécise, notre délai à nous de dépôt de dossier qui est de 3 mois avant le démarrage de la formation. Donc ça, c'est un incontournable de notre côté. Maintenant vis-à-vis de l'employeur, eh bien le délai de report concerne la date de formation. Pardon, c'est la date d'entrée en formation qui fait foi. Donc c'est vraiment cet élément qui va donner le rétroplanning, c'est-à-dire que j'ai une formation qui a lieu dans 3 mois, je dois faire ma demande d'autorisation d'absence au plus tard 4 mois avant à mon employeur et donc selon cette date de formation eh bien, si j'ai un report demandé par mon employeur eh bien les 9 mois vont courir à partir de la date de démarrage de la formation. Voilà. Et on a une question d'Audrey, qui demande: «Dans quel cadre pouvons-nous mettre en place une clause de dédit formation suite à l'acceptation d'une formation PTP?» Du PTP.
alors je suis en train de regarder en même temps la question. Alors c'est pas tout à fait ce contexte-là, puisque là c'est la ca dans l'acceptation d'une formation sur le plan de développement des compétences, PDC. PDC, On pardon. on on a tellement d'acronymes en France. Oui, c'est ça. Donc ça du coup Audrey, alors on n'est pas forcément dans le cadre du PTP. Moi je vous invite à voir ça avec, une personne qui est plus spécialisée en droit Dans du du travail. travail. Mmh. Voilà, un juriste. Effectivement, il doit y avoir donc tout un contexte encadré pour effectivement, ça peut être effectivement une option, hein, quand un employeur finance une formation sur son plan de développement des compétences, il peut tout à fait mettre en place une clause de dédit formation sur une durée, particulière. Alors par contre, je lis une autre question, Sur heu, le salarié qui en est arrêt de liée au travail. PTP. Oui, Voilà, pardon, exactement. excuse. Donc non, non, il y a pas de problème. Donc lui, si effectivement il est possible de faire, une formation en PTP, si on est en arrêt de travail, mais à condition que le salarié soit soutenu par l'assurance maladie. Alors, soit je rentre dans les détails techniques, soit je vous épargne cela, mais en fait, un salarié qui est en arrêt de travail peut suivre cette formation s'il veut nous demander s'il perçoit des indemnités journalières, donc des IJSS de la sécurité sociale. Il doit demander l'accord à l'assurance maladie et plus particulièrement à la cellule de prévention à la désinsertion professionnelle, la cellule PDP, l'accord pour suivre cette formation et continuer de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale. S'il n'y a pas ça, eh bien, la commission de transition pro ne pourra pas statuer favorablement au dossier d'un salarié. Donc dans les faits, c'est possible, mais il faut, réunir au moins un ou 2 documents administratifs supplémentaires. Merci Laetitia. Alors, de Est-ce que rien, alors tu je veux vais rép juste répondre, voilà, rapidement à Mélanie Mélanie? Le Thor, voilà, juste pour lui dire qu'effectivement, tout ce qui va être de l'ordre de, la rémunération, les primes, la participation, tout ça, eh bien, ça va être dans votre volet. Donc quand on est sur une formation sur temps de travail, avec autorisation d'absence de l'employeur, eh bien, il y a 3 volets au dossier. Un volet pour le bénéficiaire qu'il va compléter, un volet pour l'organisme de formation et un volet pour l'employeur. Et l'employeur, en effet, va préciser tous ces éléments-là de est-ce qu'il y a des primes, est-ce qu'il y a une participation, enfin voilà, du variable, est-ce qu'il maintient le pass Navigo, enfin tout ça sera bien précisé dans la partie employeur, tout à fait. Merci Laetitia. De rien. Un petit focus transco? Un petit focus transco. Alors transco, c'est intéressant de le lier de l'enchaîner justement au PTP parce que en réalité, il s'agit de 2 dispositifs qui sont assez proches. Transition collective, ça se passe aussi à transition pro. Mais transition collective est également un, comment dire? Un dispositif qui permet la réunion de plusieurs acteurs. Alors juste pour en revenir au contexte, c'est un dispositif qui s'adresse principalement aux entreprises qui connaissent des mutations sectorielles, peut-être une baisse d'activité, une situation qui est en tout cas anticipable pour elles et qui va lui permettre de se dire: «Eh bien peut-être que, j'anticipe que dans un avenir à moyen, long terme, j'aurai, peut-être moins besoin de certains métiers». Alors on va prendre l'exemple, qu'on partage avec Marlène du coup, parce qu'on trouve qu'il est plutôt pertinent. C'est l'exemple de Monoprix et des métiers de la caisse. Ça fait des années qu'on parle de cela, des caisses automatiques, des livraisons et qu'on sait bien que ces métiers-là peuvent être amenés au fur et à mesure à diminuer. Donc on est quand même, dans un pays où on a des contrats de travail plutôt longs, donc des CDI et c'est vrai que Monoprix, bah, a fait ce constat de se dire que, bah, à moyen long terme, eh bien, il n'y aura peut-être plus besoin autant de caissiers que c'est le cas aujourd'hui. Eh bien, Monoprix a utilisé le dispositif transition collective pour permettre aux salariés qui sont volontaires pour une reconversion d'entrer dans ce dispositif et d'obtenir donc le financement d'une formation et le maintien de la rémunération. Donc on est vraiment sur les mêmes bases que dans le cadre du projet de transition professionnelle, donc une formation qui va s'adresser à un public de salariés, qui va permettre à quelqu'un donc qui a l'envie de se reconvertir et ça c'est extrêmement important, un employeur ne peut pas obliger son salarié à se reconvertir, mais de pouvoir bénéficier d'une reconversion sécurisée plutôt qu'un licenciement économique, un PSE, quelque chose qui peut-être, bah, va être peut-être aussi plus coûteux pour une entreprise, peut-être aussi plus violent
en termes de contexte, hein. Là, du coup, c'est un peu du gagnant-gagnant. L'entreprise se rend compte que en anticipant peut-être une activité déclinante sur un métier ou peut-être une perte d'un client ou bien peut-être, des changements, hein, tout simplement, des mutations, elle peut offrir la possibilité à ses salariés d'avoir cette passerelle vers un métier qui va être porteur localement. Et ça, par contre, ça va être extrêmement important. Le salarié concerné devra s'orienter vers un métier porteur dans la région, donc qui a des offres de recrutement, bien évidemment. Alors, petite précision, tandis que sur le PTP, eh bien, l'accompagnement en CEP n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé par Transition Pro. Donc nous, on va vraiment collaborer étroitement avec l'opérateur, avec les opérateurs CEP de conseil en évolution professionnelle. Et c'est aussi à ce titre que Marlène m'offre la possibilité d'intervenir avec vous. On va vraiment donner une priorité supplémentaire aux projets qui ont été accompagnés par un opérateur CEP dans le cadre du PTP, du projet de transition professionnelle. Dans le cadre de transition collective, il est quasiment obligatoire à chaque fois que le salarié soit accompagné par un opérateur CEP. Je dis à chaque fois pour simplifier, on est dans une présentation qui ne peut pas être exhaustive totalement. En réalité, il y a des cas où ça ne s'applique pas, mais en tout cas, sachez réellement que c'est un atout dans le projet d'un salarié d'être accompagné par un opérateur. Alors la particularité quand même de transition collective, c'est qu'en fonction de la taille de l'entreprise, elle peut également être amenée à contribuer financièrement au coût du projet du salarié. Donc si une entreprise fait plus de 300 salariés, c'est vraiment là que va se trouver, le point de levier, on va dire. Elle va également participer financièrement, au prix, de la formation. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, à nouveau, je vous invite sur notre site internet. Vous avez donc un petit endroit sur notre site où vous pouvez dire faire intervenir Transition Pro, en savoir plus sur transition collective et on se fera un très grand plaisir d'intervenir. Merci Laetitia. On a une petite question qui concerne le PTP. C'est Christelle qui demande si le PTP est réalisable dans un projet de développement de compétences dans le même domaine que le métier du salarié. Alors, en théorie, on doit vraiment percevoir un changement de métier. Le changement de métier va s'exprimer par un changement de code ROM. Donc, le code ROM, vous savez, il y a des fiches de métier, des domaines d'activité qui sont référencés sur un même code. Et nous, ce qu'on va regarder en premier lieu, c'est s'il y a bien un changement de code ROM entre le métier actuel et le métier visé. Si ce n'est pas le cas, on va regarder s'il y a au moins un changement d'environnement professionnel, un changement de code NAF. Donc je suis tentée de vous dire non comme ça, sur la base, des éléments communiqués. Il y a peut-être des précisions à apporter, mais il y a des choses effectivement qui vont quand même rester sur, la base, du plan de développement des compétences. Donc, j'ai par exemple quelqu'un, dans mon entreprise qui exerce le métier d'aide comptable et je veux qu'il devienne comptable. Ben, là, du coup, ça sera peut-être pas Transition Pro qui va pouvoir répondre à cette demande, mais ça sera plutôt le plan de développement des compétences de l'entreprise. Par contre, j'ai des personnes qui travaillent, je vous dis un exemple complètement caricatural, hein, qui travaillent dans la comptabilité, mais qui ont une appétence particulière, pour, l'informatique. Au sein de mon entreprise, je pourrais les recruter dans l'informatique. On peut demander à Transition Pro, effectivement, à opérer une reconversion vers le métier, d'ingénieur informatique ou de technicien informatique, même s'il s'agira d'une mobilité en interne. Donc voilà, là, on est vraiment sur des changements de métier. Merci Laetitia. De rien. Alors, je réponds à Odile qui demandait la liste, où est-ce qu'on peut trouver la liste régionale des métiers porteurs. Eh bien, je vous mets le lien vers celle de l'Île-de-France, mais tout simplement, vous allez sur Google, vous mettez métiers porteurs avec la région et vous allez tomber automatiquement sur le site. Souvent, c'est la préfecture. Donc, vous trouverez directement le lien vers le site qui va vous renvoyer à une liste, puisqu'effectivement, cette liste, elle est régionalisée. Tout à fait et elle devrait être aussi sur notre site internet, je pense. Et alors, oui, elle est sur le site internet des Transitions Pro, oui.
Sarah demande si on peut expliquer quand Transco concerne un besoin de recrutement. Alors Sarah, dans ces cas-là, ce qui peut être bien, c'est de prendre rendez-vous de contacter, le transition pro de votre région ou, le, conseil en évolution professionnelle de votre région et de pouvoir en discuter directement avec un interlocuteur, pour, que ça soit, plus personnalisé par rapport à votre demande. Tout à fait. Vraiment, n'hésitez pas, on a des équipes qui sont dédiées à cela dans nos Exactement. structures et qui peuvent répondre à toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas. Alors quels sont les autres outils qui peuvent, accompagner, les salariés dans leur évolution? Donc on va avoir déjà le bilan de compétences, comment est-ce que ça s'organise? Les bilans de compétences sont éligibles, hein, au CPF, donc c'est réalisé en général en dehors du temps de travail. L'employeur n'a pas à être informé. Si, toutefois, c'est réalisé pendant le temps de travail, là, c'est au libre choix, je dirais, du salarié, mais c'est l'employeur qui, dit oui, si oui ou non il est d'accord pour que ça soit fait pendant le temps de travail. Ce bilan de compétences, il est également mis en place dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise. Donc, là, le salarié doit obligatoirement être consentant, donner son accord et ça donne lieu à une signature d'une convention tripartite entre le salarié, l'employeur et l'organisme prestataire de bilan. Donc le bilan de compétences, en quoi ça consiste? C'est déjà sur un temps déterminé, hein, on est maximum 24 heures sur 3 mois, avec une analyse des compétences personnelles, professionnelles, des aptitudes, des motivations, la définition d'un projet professionnel et si, effectivement, si besoin, un projet de formation en lien avec ce projet professionnel. Tout ça pour utiliser tous ces atouts comme un instrument de négociation vers un emploi, une formation ou une évolution de carrière. Le petit plus du conseil en évolution professionnelle, c'est que le conseiller va aider évidemment à clarifier l'objectif du bilan, à choisir un organisme et le financement. Quel va être le financement de ce bilan? Avant de se dire, moi je fais juste une petite parenthèse, avant toute démarche de bilan de compétences, c'est toujours bien contacter un conseiller en évolution professionnelle parce que peut-être que le bilan n'est pas ce qui répond à la demande du salarié. Donc c'est bien d'avoir un avis extérieur, pour voir si effectivement on enclenche cette démarche de, bilan de compétences. La VAE, donc la validation des acquis de l'expérience, là, c'est vraiment la première des choses, la première étape, c'est d'identifier la bonne certification. Donc là, il y a 2 interlocuteurs, l'organisme certificateur et le conseiller en évolution professionnelle, qui vont pouvoir guider dans les démarches, administratives de la mise en place de la VAE. Ensuite, il faut déposer une demande de recevabilité auprès de l'organisme responsable de la certification visée et évidemment vérifier les conditions d'accès. Aujourd'hui, on est sur 1 an d'expérience en lien direct avec la formation, le diplôme visé. L'objectif, c'est évidemment de se préparer à l'évaluation des compétences par le jury VAE. Donc là, on met en place un dossier d'analyse de l'expérience, il y a de la mise en situation et un entretien avec le jury de VAE. Donc pour se préparer à cette étape, on peut aussi être accompagné par un centre d'accompagnement VAE spécialisé qui peut être identifié dans le cadre des entretiens avec le conseiller en évolution professionnelle. Donc là, une fois qu'il y a eu ce jury, il y a une validation totale. Donc là, effectivement, la personne obtient son diplôme, sa qualification. Il peut y avoir une validation partielle des compétences. Ça veut dire que certaines vont être validées, valorisées, mais ça ne va pas suffire pour obtenir le diplôme. Donc, on va demander à la personne de revenir pour valider les compétences qui n'ont pas été la première fois. Et parfois, il peut arriver qu'il n'y ait aucune validation, auquel cas la personne est amenée à retenter sa présentation devant un jury. Donc là, le conseiller en évolution professionnelle, il va vraiment être là pour aider le salarié à trouver son centre d'accompagnement et voir comment est-ce qu'il peut mettre en place le financement de cette VAE. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Laetitia, sur la VAE? Oui,
Oui, oui, je veux bien. Merci beaucoup Marlène. Alors ce que je souhaitais vous dire, c'est que depuis le 1er juin 2022, alors ça avait été le cas auparavant, mais Transition Pro, finance à nouveau, les validations des acquis de l'expérience pour les salariés de droit privé, donc qu'ils soient en CDI, en CDD, intermittents du spectacle ou intérimaires. Eh bien, nous avons un forfait de financement à hauteur de 2 000 € pour prendre en charge le coût d'une VAE hors temps de travail. Donc c'est-à-dire que nous ne prenons pas en charge la rémunération d'un salarié, mais par contre, nous, finançons la partie de la recevabilité, de, l'accompagnement et de la présentation au jury sur la base de ce forfait. Donc, une VAE peut être financée via le plan de développement des compétences, via le CPF ou également donc via Transition Pro Île-de-France. Alors je suis sur une question aussi de Lucie Bouchon qui me pose quelques difficultés. Donc Lucie demande: «Est-ce qu'un collaborateur en arrêt de travail doit aussi avoir l'accord de la CPAM pour un bilan de compétences?» Je suis tentée de répondre que non. Qu'en penses-tu, Marlène? Moi aussi. Je Moi je suis aussi tentée parce de que dire c'est que oui, parce que c'est pas, le bilan de compétences, on peut le faire à n'importe quel moment. Il y a pas d'obligation de prévenir son employeur. Il y a pas d'impact direct, hem, sur, oui, au niveau de l'emploi donc pour moi, oui, il y a pas de souci par rapport à ça. mmh mh. Effectivement, oui, moi aussi, je pense comme toi. Alors après, en cas de doute, hein, parce que là, on est effectivement sur des questions de salariés en arrêt de travail. On y reviendra tout à l'heure sur les différents opérateurs, de conseil en évolution professionnelle. Donc vous allez voir que Marlène va vous les développer. Peut-être que, l'opérateur Cap Emploi peut être adapté dans certaines situations. Et Emmanuel répond: «Il me semble qu'il faut l'autorisation du service social de la CARSAT». Donc là, c'est effectivement, c'est vraiment du cas par cas, hein, donc pour ça il faut se rapprocher des organismes les plus, compétents, je dirais et qui sont, bien précis sur ces Mmh. questions-là. Alors, il y a des questions un peu des 2 côtés. Donc, il y a des questions aussi, Sur le dans le chat? chat. Donc, dans le cadre de la VAE, y a-t-il des modules de formation ou juste un accompagnement pour préparer le dossier et soutenance? C'est une question d'Alexandra. Non, c'est uniquement un accompagnement pour préparer le dossier et la soutenance. Il n'y a pas de une VAE n'est pas une formation, ce n'est pas une action de formation, c'est une action de validation d'acquis de l'expérience. Par exemple, quelqu'un qui va avoir travaillé 10 ans comme comptable, mais qui n'a pas un bac, comptabilité ou un BTS et qui va souhaiter, voilà, être, obtenir ce diplôme. Il n'y a pas de démarche de formation. C'est le salarié qui montre que via ses compétences aujourd'hui, il peut tout à fait valider ce diplôme sans avoir de formation. Il n'y a pas de module de formation dans le cas de la VDE. Par contre, il y a un accompagnement effectivement sur la préparation du dossier et la soutenance avec un questionnement qui permet au salarié de prendre du recul et de prendre la mesure, voilà, des points sur lesquels il doit, travailler et ce qu'il doit plus mettre en avant, et cetera. Mais il n'y a pas de formation en fait sur la VAE et c'est une très bonne question Alexandra, parce que c'est vrai que souvent il y a un petit peu une confusion de la part des salariés sur la VAE et qui souvent nous disent: «Bah, moi je vais faire une formation VAE». Alors non, c'est pas une action de formation. C'est sur des acquis. C'est vraiment, sur ce qu'on connaît déjà, ce qu'on maîtrise déjà. Mmh mh. Et il y avait une question. Alors, voilà, Alexandra répond qu'elle te remercie. Elle dit que c'est très clair. Et on a Claire qui demande justement, pardon, si l'employeur peut prendre en charge via l'OPCO ou Transition Pro, je pense, une partie de la VAE, mais pas toute la VAE. Alors ça, il faut que l'employeur voit avec son OPCO effectivement, si ça rentre dans les considérations de l'OPCO. Ça, c'est vraiment Alors aussi au cas par cas en fonction de la branche, Laetitia. oui, 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 c'est au cas par cas. Alors après, je pense que c'est quand même assez délicat de viser directement une validation partielle. C'est-à-dire que je pense qu'on Mmh. va présenter un diplôme et bah, soit on l'obtient, en totalité, soit on va obtenir une validation partielle et en ce cas, à partir du moment où on va présenter le diplôme dans son intégralité, il y a les financeurs que j'ai précisés tout à l'heure, donc le plan de développement des compétences de l'employeur slash l'OPCO, le CPF ou Transition Pro, effectivement, je pense qu'on est, sur les mêmes, mêmes publics, effectivement.
Alors il y a une question de Christelle dans la partie question qui demande si, pensez-vous que dans le contexte actuel, l'obtention d'un diplôme est un critère toujours déterminant lors d'un recrutement? L'expérience acquise peut être valorisante. Oui, alors après Christelle, si on se place du point de vue de la VAE, souvent la VAE, ça permet aux personnes qui le mettent en place d'acquérir confiance, une certaine confiance en elles et d'autres, ça leur permet d'accéder par exemple à un concours, qui va être à un niveau bac, accessible avec un niveau bac ou un bac plus 2. Donc c'est pas toujours, dans le cadre d'un recrutement, c'est souvent les personnes qui font une VAE, elles le font d'abord pour elles. Pour, voilà, une question de confiance en elles et se sentir aussi légitimes à leur poste. Je ne sais pas si je réponds, complètement à votre question, Christelle. Ça me semblait très clair en tout cas. Ah, Donc on va passer au dispositif Cléa oui, peut-être? Si je te laisse la oui, parole, Laetitia. Christelle te dit que c'était très bien. Bon, Voilà. merci Christelle. Alors Cléa, qu'est-ce que c'est? Cléa, c'est une certification qui est, officielle, qui permet d'attester, de faire un état des lieux sur la maîtrise des 7 compétences clés qui permettent à un individu d'être autonome dans sa vie sociale, sa vie culturelle, sa vie, privée, sa vie professionnelle. Donc on est vraiment sur des compétences socles, telles que communiquer en français, utiliser les règles de base en calcul, travailler en équipe, travailler, en autonomie, maîtriser, les gestes et postures, d'hygiène et de sécurité, apprendre à apprendre tout au long de sa vie. Donc on est vraiment sur des domaines de compétences qui sont quand même très généraux et l'idée c'est, ça va s'adresser déjà prioritairement à des publics qui sont peu ou pas qualifiés, qui peut-être donc n'ont pas eu de diplôme ou peut-être qui veulent s'orienter vers une autre formation, un peu, par la suite. Mais donc Cléa peut servir d'une espèce comme une espèce de tremplin pour accéder à une formation, qui va être, diplômante, après. Donc on est vraiment en tout cas sur un certificat qui peut aider à reprendre confiance en soi, qui peut aider peut-être à poser aussi les choses. En fait, la particularité, c'est que dès, l'entrée avec un Cléa, eh bien, on va poser la situation. Comment est-ce que la personne est sur la communication en français, sur l'utilisation du calcul? Donc sur ces 7 domaines et ça va permettre donc à l'issue du passage de ce certificat, pardon, de pouvoir cibler peut-être des actions de formation qui vont être les plus pertinentes pour qu'une personne acquiert les, compétences qu'il n'a pas eues du premier coup. Donc le certificat Cléa, c'est également quelque chose qui se trouve côté transition pro. Donc on ne va pas être financeur de ce certificat, donc ça va plutôt être l'OPCO, le plan de développement des compétences, ça sera la région Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, ça peut être le CPF, mais en tout cas, le certificat Cléa va passer par Transition Pro pour tout ce qui va être instruction des dossiers, l'organisation des jurys paritaires et la remise des certificats Cléa. Alors sachez qu'on travaille déjà avec des entreprises qui ont fait le choix justement de permettre à leurs salariés d'accéder à ce certificat comme une espèce de socle, hein, qui peut leur permettre, de reprendre confiance en eux, ce que je vous disais. Donc il y a vraiment, beaucoup de choses très intéressantes dans ce certificat. Je vous en dis pas plus parce que le temps défile et que, je pense qu'on va accélérer. Mais je vais vous mettre, dans le chat cette fois, les liens vers Transition Pro et peut-être les vidéos pour que vous en sachiez plus. Merci Laetitia. De rien. Donc alors, on va terminer là sur la dernière partie, sur le conseil en évolution professionnelle, parce qu'on en a parlé durant tout ce webinaire, on l'a mentionné, mais vous redire un petit peu ce que c'est. C'est vraiment un processus d'appui pour tous les salariés, les indépendants qui souhaitent à un moment ou un autre faire le point sur leur situation professionnelle et peut-être mettre en place, formaliser une stratégie, pour leur évolution professionnelle. La première des choses à retenir, c'est que c'est un service, ce conseil en évolution professionnelle, qu'il est gratuit, confidentiel, dans le sens où le salarié n'a pas obligation de prévenir son employeur qu'il met en place un conseil en évolution professionnelle et que ce qui se dit entre le conseiller et le salarié reste entre eux. C'est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de la part du conseiller par rapport au projet, par rapport à la personne. On accueille la personne dans sa globalité avec son questionnement. C'est un conseil qui est également accessible
puisqu'il est, présent sur, tout le territoire français. Il existe partout en France et il y a des agences qui sont ouvertes. Par exemple, en Île-de-France, on s'est fixé pour objectif de ne pas avoir des agences distantes de plus de l'une de l'autre de plus de 30 kilomètres ou 30 minutes. Et il est également impartial dans le sens où un conseiller ne va pas dire à un salarié de faire telle formation plutôt qu'une autre ou et cetera, mais va plutôt inviter le salarié à réfléchir, à se poser les bonnes questions pour faire un choix éclairé. Voilà, les grandes lignes du conseil en évolution professionnelle. Vous pouvez trouver toutes les informations sur www.mon-cep.org et également prendre rendez-vous en ligne. Donc, à qui est-ce qu'il s'adresse? Le groupement Évolution, le réseau EVA, BGE, Axis Martinique, Antea RH Corse, mon CEP pour la Réunion et s'adresse aux salariés du secteur privé et aux travailleurs indépendants. L'APEC va accompagner les cadres. Pôle emploi va accompagner les demandeurs d'emploi dans le cadre aussi de ce CEP. Les missions locales, les jeunes, moins de 26 ans, et Cap Emploi peut intervenir lorsque, effectivement, le salarié est en situation de handicap et que son évolution professionnelle va nécessiter des aménagements spécifiques liés à son handicap. Alors, l'objectif du CEP, c'est vraiment, d'accompagner, hein, dans l'élaboration, de formaliser, de mettre en œuvre une stratégie. C'est vraiment un guide, le conseil en évolution professionnelle, un guide, qui peut être administratif, c'est un guide vers les bonnes structures, vers les bons interlocuteurs. Donc ça peut être soit une évolution, professionnelle, hein, quelle qu'elle soit, avec un développement de compétences. Donc par exemple, je veux me former, je veux découvrir, voilà, je veux aller vers un nouveau métier, je vais mettre en place une reconversion, donc une véritable transition professionnelle. Le conseiller en évolution professionnelle va accompagner. Je veux créer ou reprendre une entreprise, même chose, on va mettre en relation avec les bons interlocuteurs et donner, les bons conseils pour que les choses avancent, je dirais le plus rapidement possible dans un cadre. La certification professionnelle aussi, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner vers des formations qui soient certifiantes, bien sûr, et qui soient aussi, orientées vers des métiers réalistes, des projets qui soient réalisables et aussi de la mobilité en entreprise interne, parce qu'il y a, voilà, un salarié qui nous contacte parce qu'il y a un poste en interne qui l'intéresse, il veut se positionner, on va l'accompagner. Ou externe, dans le cadre, voilà, d'une mobilité. Je veux quitter mon entreprise, je veux aller vers un autre poste, je dois aller dans une autre région aussi, ça peut être, dans le cadre d'une mobilité géographique. Donc voilà, on va accompagner sur toutes ces questions-là. Dans un premier temps, avant un bilan de compétences, ça peut toujours être bien de contacter un conseiller en évolution professionnelle. Je vois Sarah qui a demandé, voilà, si le CEP pouvait remplacer un bilan de compétences. Il ne peut pas, voilà, il peut aider, effectivement, comme le dit Laetitia, voir si un bilan de compétences, c'est nécessaire ou si le conseil en évolution professionnelle peut être suffisant de par les outils qu'il propose. Donc c'est un conseil qui va être individualisé, adapté pour que chacun puisse exprimer sa demande, son besoin. Ce qui est vraiment important, c'est que c'est le salarié qui met en place le conseiller en évolution professionnelle. C'est vraiment lui qui est, le démarrage, hein, le point de départ de cette co-construction de projet. Ça permet d'accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, le financement et d'identifier les différentes démarches qui vont être, à mettre en place sur ce nouveau projet. C'est un accompagnement personnalisé, bien sûr, qui permet d'accéder à toute l'information utile à l'élaboration, l'analyse de la faisabilité du projet. Parce qu'évidemment, l'objectif, c'est ça. C'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment d'avoir un projet qui soit réaliste et réalisable. Et donc de construire, de co-construire même, plus que construire, parce que c'est vraiment de la co-construction entre le salarié et son conseiller, un plan d'action pertinent et ce qui va permettre au salarié d'être accompagné dans sa démarche. Donc pour ça, il y a une seule solution, c'est de prendre un rendez-vous avec un conseiller sur le site mon-cep.org dans la rubrique «Je trouve mon conseiller». Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je regarde rapidement s'il y a de nouvelles questions. A priori, pas dans l'onglet questions et dans les Non, chats il n'y a non pas eu plus. de nouvelles questions, Questions, effectivement. voilà. Donc, eh bien, c'est parfait. Je pense qu'on a été clair, Laetitia, j'espère, en tout cas. J'espère aussi que nous avons été clairs.
et il nous reste, qu'à vous souhaiter de toute façon une très bonne journée à tous et merci pour votre participation. Ah, je crois qu'il y a des petites questions peut-être? Non, 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 il y a c'est des tout le monde qui remerciements. dit C'est merci, parfait. bonne journée, Merci, c'est merci très à gentil. tous. Merci à tous. Bonne journée en tout cas. Bonne journée. Et n'hésitez pas à regarder le planning des semaines de l'évolution professionnelle pour voir s'il y a d'autres webinaires qui peuvent vous intéresser. Je suis sûre Alors, qu'il y en a. il y a une question, quand sera disponible le replay et est-ce qu'en fait, il y aura un lien pour le recevoir? Alors non, vous n'aurez pas de lien, mais par contre, vous pouvez aller voir sur le site. Je crois que c'est après, le 21, c'est terminé, donc c'est la semaine qui suit. Il y aura le replay. D'accord, la semaine qui suit. OK. Voilà. Voilà, après je il y avait une question sur le contrat d'apprentissage, peut-il prendre la forme d'un CDI? À ma connaissance, non, puisque contrat d'apprentissage, c'est plutôt un CDD. Après, il y en a qui peuvent intervenir quand le salarié est déjà dans l'entreprise et là, le contrat d'apprentissage se met en fait dans la peut être mis en place, dans le cadre, si la personne est en CDI, on peut le faire sur une formation, sur la durée de sa formation. Cette personne, elle est en apprentissage, mais en général, on ne signe pas un CDI en apprentissage, on reste pas apprenti toute sa vie par définition. Oh, ça serait bien pourtant. Bah, bonne journée Voilà. à tous en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.